Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Maurice Le Sueur et Dominique Rogers. L'urbanisation généralisée que connaît la Terre semble un phénomène irrépressible, qui s'inscrit dans le sens de l'histoire. Pour reprendre une belle formule, le monde devient ville, et l'espace de la Caraïbe n'y échappe pas. Pourtant, cette affirmation perturbe les représentations entretenues par l'histoire avec le modèle longtemps dominant des sociétés de plantation, mais aussi par la publicité d'un monde préservé, quasiment accent aigudénique, avec ses images de cartes postales de mer turquoise et de longues plages de sable blanc. Au contraire, les géographes spécialistes de la Caraïbe parlent volontiers d'hyperurbanisation pour cette partie du monde, tout en soulignant la spécificité de ses formes et de ses causes, avec notamment des îles-villes marquées comme à la Barbade, la Guadeloupe ou Saint-Martin par une urbanisation diffuse, ou à l'inverse avec de vastes complexités urbaines comme l'East-West Corridor de Trinidad. À cet égard, on peut sans doute estimer que les Antilles ce sont aussi, voire principalement des villes. Le paradoxe peut sembler encore plus fort pour les Guyanes, pour lesquelles la forêt amazonienne domine les représentations. Néanmoins, là encore, l'essentiel de la population réside dans les villes, souvent sur la façade littorale, aussi bien au Suriname et au Venezuela qu'en Guyane française. L'accélération du phénomène planétaire qu'est l'urbanisation débuta vraiment au XIXe siècle, quand en même temps qu'un déplacement de la localisation de la population, l'exode rural, se jouait la question de la modernité. L'urbanisation allait de pair avec le progrès technique et l'idéologie positiviste afférente, la révolution des transports et de l'information, ou encore la circulation des marchandises, etc. La problématique de l'urbanisation depuis la deuxième moitié du XXe siècle peut se résumer en 3 points. Augmentation du rythme, concentration du phénomène dans les régions dites du Sud et apparition de nouvelles formes urbaines jamais connues dans l'histoire, comme les mégapoles. Ce modèle est en partie transposable à la Caraïbe. En effet, l'urbanisation rapide des populations anciennement agricoles avait pu apparaître aux yeux des observateurs des années 1950, à l'instar de Leonard Bloom, comme le phénomène social le plus significatif de la Caraïbe. C'est toujours une tendance générale dans la région, renforcée notamment par l'hypertrophie de la ville principale d'un territoire, qui conduit à confronter les représentations héritées à une nouvelle réalité, celle des villes mondiales. Comme l'a écrit non sans audace l'écrivain de la Jamaïque Russell Banks, dans le firmament des villes, Kingston et des villes analogues remplaceront bientôt New York et Los Angeles, lesquelles prendraient à leur tour la place de ces étoiles mourantes que sont Londres, Paris et leurs semblables. À l'heure de la globalisation, on serait d'abord tenté de voir partout une transposition d'un modèle général d'uniformisation du cadre de vie avec de simples adaptations locales. Toutes les organisations urbaines du monde se ressemblent, et tendent à se ressembler de plus en plus, toutes affirment leur spécificité, qui est fonction du contexte social qui voit et autorise le développement urbain local, et toutes connaissent des différenciations internes en nombre infini, en raison des cultures spatiales particulières qui s'y épanouissent et les configurent. L'idée que l'instantanéité dans un monde où tout serait en relation ou en réseau invaliderait toutes les démarches historicistes au profit de la spatialisation du social est discutable. Ainsi, d'autres auteurs seraient plus nuancés et verraient, en dépit de la généralisation des tours, des mêmes monuments emblématiques, des centres commerciaux omniprésents, la persistance d'identités urbaines originales malgré tout, mais halte au pessimisme. De Trinidad à Katmandou, de Jérusalem à Bakou, les villes conservent des spécificités, ici un gratte-ciel, là un monument ou un quartier historique. Que serait la ville des espaces antillais et guyanais dans ce contexte ? Une simple transposition locale d'un modèle global ? Instinctivement, on pressent que l'hypothèse n'est pas satisfaisante et que d'autres pistes doivent être explorées, notamment autour de la morphologie urbaine. Une réponse par rapport au paysage urbain, à sa genèse et à ses logiques de fonctionnement sera d'ailleurs traitée dans un autre volume de la collection, Les territoires de la ville aux Antilles, Espace, Société et Relations, la fabrique de la ville. Dans ce volume, on s'attachera davantage à la question du rapport ontologique à la ville et partant, d'un mode de vie et d'une sociabilité spécifique. La ville antillo-guyanaise et l'histoire. Mais d'abord, doit-on parler de ville antillaise ou de ville aux Antilles, voire de ville guyanaise ou de ville dans les Guyanes ?
La question, pourtant si simple dans sa formulation, est tout à fait cruciale dans ses implicites si l'on retient la deuxième formulation, car elle suppose de faire la part de l'héritage colonial, et de considérer également ce qui fait une partie de l'originalité du fait urbain dans cette partie du monde, c'est-à-dire son ancienneté relative. En effet, si la ville est universelle, son historicité comme les formes qu'elle emprunte varient selon les espaces considérés et crée des spécificités auxquelles la ville antillaise n'échappe pas, puisque le processus d'urbanisation y a commencé avec la première mondialisation dès les 15e-16e siècles, à la différence de la Caraïbe continentale où les villes préexistaient à l'arrivée des Européens. Une des particularités de la ville aux Antilles, notamment vis-à-vis de l'Afrique, c'est son ancienneté, antérieure au moment colonial de l'urbanisation du monde dans les années 1881-1950. La plupart des dates de fondation des villes antillo-guyanaises correspondent à l'installation des Européens dans cette région, qui apportèrent leur modèle de civilisation urbaine, quoique des spécificités nationales se manifestent. Pour définir les villes dans le monde ibérique, on insisterait sur la possession d'une charte au-delà même des fonctions spécifiques comme le commerce avec le port et la place du marché, l'administration, avec le palais du gouvernement ou le tribunal, ou encore la religion, attestée par l'église, voire la cathédrale, les couvents, etc. Et on peut donc affirmer que la ville, symbole de la domination espagnole, outil de la sédentarisation et de l'enracinement des colons, joua un rôle fondamental dans le dispositif des apostrophes. Occupation du Nouveau Monde. Pour fixer la chronologie, on peut renvoyer à l'ordonnance de la couronne espagnole de 1573 qui visait à imposer un plan régulier. Elle était à la fois une compilation des différentes instructions intégrées à la Leyes des Indias et la transposition de modèles préexistants en Europe, mais aussi des expériences urbanistiques menées dans les Antilles espagnoles avant cette date. Ce modèle de la ville coloniale fut répété des centaines de fois dans le Nouveau Monde, instaurant une certaine homogénéisation d'un modèle que l'on va retrouver dans les différents empires. On a pu ainsi parler de la ville régulière, dans lesquelles les ingénieurs militaires auraient joué un rôle majeur. Cette vision de la ville comme un modèle transplanté renvoie à des représentations de l'urbanité autour d'une centralité fonctionnelle qui n'est que l'une des formes de l'expression de la morphogenèse urbaine. En effet, des formes plus spontanées ont également existé. Dans le monde britannique, sauf à Kingston et à Portsmouth, des initiatives privées de colons donnèrent lieu à des créations urbaines dans lesquelles des habitants agglomérés s'accordaient pour créer des institutions communes et un minimum d'équipements collectifs, mais sans plan préconçu. De même, dans le monde français, la première génération de villes, Basse-Terre de la Guadeloupe, Saint-Pierre de la Martinique, Cayenne, Cap-Français à Saint-Domingue, ne fut pas non plus construite selon un plan hippodamien. Si le seuil numérique put être déterminant pour distinguer une ville, en particulier dans l'espace français au XIXe siècle, ce n'était pas encore le cas à l'époque moderne où le phénomène restait souvent diffus. Le legs historique, parfois valorisé dans le cadre d'une patrimonialisation comme à La Havane ou à Santo Domingo, ne résout pas vraiment la question de l'appropriation de la ville par ses habitants, qui de toute façon a continué à croître et à se modifier après la période coloniale. Le modèle de la ville du XIXe siècle est différent puisqu'il mettait en avant la circulation dans la ville, les alignements urbains, mais aussi l'hygiène. Enfin, celui du XXe siècle, avec le primat accordé à l'automobile dans le cadre d'une planification urbaine favorisant le zonage a tout autant, si ce n'est davantage, façonné l'espace urbain actuel. Par conséquent, on ne peut que constater les limites de cette approche historique. Pour en finir avec une stricte vision impériale de la ville comme instrument de domination territoriale, rappelons qu'elle perdit de sa pertinence avec le temps, dès lors que les populations se créolisaient ou s'affirmaient comme américaines. N'oublions pas non plus que, dès les premières années de la colonisation, l'autonomie des premiers colons était favorisée par la longueur des communications et la faiblesse de la présence étatique souvent jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Par ailleurs, elle n'a plus guère de sens à l'heure actuelle, les décolonisations étant largement achevées depuis plus d'un demi-siècle, même si des liens plus ou moins importants ont pu être maintenus, la départementalisation des îles françaises et de la Guyane en étant la manifestation la plus forte, mais le Commonwealth ou les liens ambigus de Porto Rico avec les États-Unis sont d'autres exemples de leur pérennisation ou de leur réinvention après la période coloniale.
Au demeurant, la centralité héritée des plus grandes villes a pu ensuite être renforcée dans des espaces largement insulaires ou isolés, voire enclavés, par de nouvelles fonctions liées à un statut de capitale politique, économique, ou encore à leur position privilégiée de point d'accès aux flux mondiaux. Les villes antillo-guyanaises en situation. Dans un effort de compréhension de la ville dans cette région du monde, une approche géographique est forcément nécessaire. Les Antilles sont un ensemble d'îles formant un archipel entre les Amériques du Nord et du Sud, séparant l'océan Atlantique du golfe du Mexique. Elles se distinguent de la Caraïbe qui a une acception plus large, puisqu'on lui adjoint la façade continentale de la mer des Caraïbes, avec traditionnellement les Guyanes, le lien étant également historique et culturel même s'il tend à évoluer. Cette perception largement archipélagique, même si l'on y associe la façade atlantique du continent américain, pose d'emblée les villes antillaises et guyanaises dans un rapport spécifique à la mer, même si toutes ne sont pas des ports ou en position littorale. Si certaines villes furent bien des escales et purent être aussi des ports importants animant des flux maritimes régionaux et atlantiques à l'époque moderne. Par la suite, le XIXe siècle tendit à les laisser à l'écart des foyers de l'économie monde et des villes-mondes, selon les expressions consacrées par Fernand Braudel, plongeant ces villes dans une léthargie économique, avant le développement d'autres rationalités, comme le percement du canal de Panama, l'exploitation pétrolière et plus récemment le développement du tourisme planétaire comme du transport aérien, qui ont rendu à certaines d'entre elles une attractivité importante. On pourrait trouver d'autres spécificités qu'il ne faudrait pas écarter. Le climat, outre qu'il prédispose à des constructions adaptées à la chaleur, induit par ailleurs une vraie dangerosité avec les tempêtes tropicales qui reviennent les frapper régulièrement. L'exposition rare, dans ses proportions, à des aléas volcaniques et sismiques, dus à une intense activité tellurique, ne peut non plus être occultée. Ces éléments quasi structurels ne suffisent pas encore à définir ce qu'est une ville antillaise. Reste un dernier critère, plus large et qui conduit à une très forte différenciation des villes de cette région entre elles, autour du niveau de vie et du développement. On peut en effet les classer globalement dans la catégorie des villes du Sud. Pour ces dernières, on peut retenir comme critère la pauvreté importante d'une partie de la population et une distorsion de l'urbanisme entre le centre et un étalement urbain sur de grandes surfaces. Mais on en reste encore à de grandes généralités qui ne suffisent pas à préciser l'originalité de la ville dans l'espace étudié, d'autant que les différences de niveau de vie sont tellement importantes au sein de l'échantillon qu'elles en invalident en partie la pertinence. La ville antillo-guyanaise a toujours été le lieu d'une tension entre une apparente soumission aux directives venues de l'extérieur, ce qui est flagrant en ce qui concerne la réglementation sur l'urbanisme, l'hygiénisme ou la hiérarchisation de l'espace, et la situation coloniale beaucoup plus complexe. Il suffit pour s'en convaincre de constater les adaptations locales subies ou légales concernant l'occupation du sol, les règles de construction, la propriété. En effet, les villes ne sont en aucun cas de simples décors, des non-lieux, ne créant ni identité singulière, ni relation, mais solitude et similitude. Bien au contraire, dans la ville se construit et s'imagine une société faite d'interaction, de circulation, d'activité. Anthony Deking, tout en posant la ville comme un instrument majeur de la domination, l'étudiait comme le résultat d'une hybridation qui, dans la région étudiée, résulterait du contact entre Européens, Amérindiens, Africains et Créoles. Plus que la localisation ou la forme de la ville, on doit en effet s'intéresser aux personnes qui la peuplent, pour étudier la situation coloniale originale créée par la ville aux Antilles. Car, la société qui apparut fut dès l'origine forgée par l'esclavage. Dans les villes, se trouvaient des habitants de différentes origines et de différents statuts qui devaient cohabiter dans un système de relations inégalitaires. Dans ce contexte tellement particulier, une société originale émergea. Abolie avec une chronologie variable au XIXe siècle, l'esclavage n'en demeure pas moins structurant pour la société post-esclavagiste, au travers de complexes hiérarchies socio-raciales. Le métissage culturel de la population est également une caractéristique fondamentale, car la ville fut et demeure le lieu d'un brassage permanent de composantes venant de tous les continents, dans cette avant-garde de la mondialisation que constitue la région depuis 4 siècles. Pour reprendre la formule heureuse de Jean-Paul Révauger,
qui posait justement la question de l'existence d'une identité culturelle qui en découlait. Les villes furent aussi des territoires de l'attente, pour des individus récemment débarqués, et elles le demeurent certainement aujourd'hui pour les touristes en transit vers les plages, les stations balnéaires et les bateaux de croisière. En tout temps, elles furent également un lieu de vie réinventé par les citadins ou les ruraux fréquentant la ville. Les phénomènes de réappropriation et de transformation furent et demeurent permanents, ce qu'illustrerait aisément pour l'époque contemporaine les quartiers informels, les jardins et les petits marchés créoles installés dans les interstices de l'urbanisation. L'étude des villes aux Antilles ou dans les Guyanes est récente dans l'historiographie car on les a longtemps pensées comme secondaires. Charles Wagley dans son article L'Amérique des plantations avait cru pouvoir utiliser un concept permettant d'apporter un cadre explicatif comme un fait social total avec la plantation. De fait, les villes sont restées longtemps comme invisibles. Pourtant, l'essor des villes posait un cadre de vie, des activités et des valeurs distinctes du monde de la plantation. En bref, elles n'étaient pas de simples ports comme l'a démontré Anne Perrotin-Dumont. Si la ville aux îles, la ville dans l'île était précédée d'une introduction talentueuse consacrée à l'histoire urbaine et à son implication pour la définition d'une histoire urbaine des Antilles, c'est bien parce que son auteur ressentait une faiblesse épistémologique autour d'une notion autour de laquelle s'ouvrait un très large champ d'études. Pour le chercheur, l'enjeu est en effet de donner une dynamique topographique aux faits de société. La ville invite à poser la question intemporelle de l'utilisation de l'espace et des comportements sociaux qui en dérivent. Étudier les villes des Antilles et des Guyanes impose de dépasser le strict urbanisme, thématique en elle-même importante mais déjà partiellement balisée, pour embrasser la ville dans sa totalité avec sa sociologie mouvante. La démarche est compliquée. Comment appréhender les dimensions spatiales des sociétés humaines ? C'est une approche forcément pluridisciplinaire mêlant dans notre cas l'histoire, la géographie, l'archéologie, l'anthropologie et la musicologie qui s'avèrent nécessaires pour appréhender un organisme vivant comme une ville sans cesse réinventée par sa population. Certes, la ville a un passé, mais son présent foisonnant la modifie sans cesse. En conclusion de ces propos liminaires, on veut tout d'abord apporter une contribution encore modeste à la définition de ce qu'est une ville antillaise ou guyanaise. Si au lieu de la ville aux Antilles et dans les Guyanes, on parle de ville antillo-guyanaise, on semble envisager davantage les territoires selon des problématiques qui leur sont propres, notamment pour mettre en valeur des groupes sociaux souvent négligés, esclaves, libres de couleur, petits blancs engagés. Les deux formulations se recoupent en fait plus qu'elles ne s'opposent. En effet, c'est une ville certes à considérer en fonction de ses héritages historiques. Mais c'est aussi une ville polyethnique, culturellement métisse mais marquée par des hiérarchies socio-raciales très fortes. C'est enfin une ville des Amériques, partageant en cela des influences et des contraintes spécifiques, culturelles, économiques et politiques, en lien par exemple avec la proximité des États-Unis d'Amérique, mais pas seulement. En définitive, la ville est antillaise ou guyanaise car elle se définit comme ailleurs davantage par ses habitants que par son urbanisme. C'est du moins l'hypothèse de travail que l'on a cherché à développer dans cet ouvrage qui se pose la question suivante: comment habite-t-on la ville aux Antilles et dans les Guyanes ? Habiter. Habiter, le terme retenu comme dénomination pour cet ouvrage est avant tout un concept géographique que l'on a cherché à décliner dans une approche large autour du mode d'habiter. Habiter a un sens banal, et principalement descriptif, c'est le traditionnel avoir son domicile en un lieu. Certains ont insisté avec cette notion sur la spatialité intégrée dans les comportements, car habiter c'est pratiquer les lieux géographiques. En allant plus loin, en considérant qu'il existe un rapport dialectique entre l'être humain et son environnement, on a pu également écrire que le fait d'habiter se caractérise par une forte interactivité entre les acteurs et l'espace dans lequel ils évoluent. Les individus se déplacent, logent et travaillent, ou se distraient dans l'espace urbain qui résulte de ces dynamiques à l'œuvre. Nicole Mathieu a ainsi élaboré le concept particulièrement opératoire de mode d'habiter. Celui-ci est à mi-chemin entre la notion géographique du genre de vie, aujourd'hui dépassée du fait de la mobilité des populations et de la spécialisation des lieux, et celle plus sociologique du mode de vie. On devrait alors entendre par cette expression les pratiques spatiales liées à la résidence, au travail, à la consommation, au loisir et au tourisme.
Il y a évidemment un rapport dialectique entre l'individu et son mode d'habiter qui exprime la condition géographique, d'une façon particulière d'être au monde, car bien loin d'être passif, l'habitant s'approprie la ville et dans une certaine mesure la façonne. Les pratiques habitantes dans les villes de l'espace caraïbe méritent d'être étudiées dans cette perspective qui rend toute leur place aux individus, pour sortir à la fois d'un certain essentialisme, la ville, les Antilles, les Guyanes, et d'une image par trop désincarnée, l'urbanisme, la monumentalité, etc. Avec la constitution d'une équipe de recherche autour de la thématique de la ville, le laboratoire AIHP Géode de l'Université des Antilles a voulu explorer de nouveaux territoires, en l'occurrence urbains, en réunissant une équipe de chercheurs d'horizons et d'intérêts très différents. Des journées d'études sont organisées, et visent à encourager le développement des études sur la ville aux Antilles et sur le plateau des Guyanes. Dans le présent ouvrage, on a fait le choix d'esquisser à partir du concept large d'habiter 3 pistes de réflexion. Tout d'abord l'invention d'une société nouvelle, puis la découverte et l'appropriation de la ville comme un espace vécu, et enfin, de considérer la possibilité de la création d'un nouvel urbanisme. Inventer une société nouvelle. En effet, habiter la ville invite au préalable à se poser la question de l'apparition de la société urbaine dans la région. Pour les historiens, l'espace de la polis est celui d'une identité particulière, séparée en tout cas du plat pays, avec des mœurs particulières, on pense au dicton médiéval, l'ère de la ville rend libre, des formes d'organisation et de solidarité tendant à une organisation autonome. Anciennement, on avait pu s'interroger sur la possibilité de créer aux Antilles une société viable. Moreau de Saint-Méry par exemple semblait en douter. Mais dans des établissements coloniaux récemment fondés par une émigration successive, on ne peut trouver des marques d'un véritable ensemble, c'est un composé informe qui subit des impressions diverses. Ce passage ne s'adressait d'ailleurs qu'aux Blancs. Pourtant, aussi incongrue que put apparaître la ville dans le cadre de l'économie de plantation, elle fut effectivement le creuset de sociabilité particulière. Il faut continuer à les interroger, en prenant en compte des acteurs oubliés ou peu mis en valeur jusqu'à présent. Puisque les habitants et les modèles pour partie viennent d'ailleurs, ce sont d'abord leurs propres usages qu'ils imposent au monde urbain, qu'ils soient militaires autrefois ou immigrants haïtiens aujourd'hui. D'autres aussi vont chercher ailleurs un modèle de société nouvelle, comme au XXe siècle dans l'URSS de Staline. Faire société est de toute façon toujours complexe. On a pu affirmer que la ville coloniale était un avant-poste d'une métropole aux antipodes. La métaphore martiale renvoie à l'histoire impériale, elle n'exclut pas une histoire sociale des militaires aux Antilles. Dans une référence explicite à Fernand Braudel, Boris Le Sueur s'interroge sur l'identité militaire des villes antillaises qui ont accueilli des garnisons sous l'Ancien Régime. Par leur nombre, quoique les statistiques officielles ne les fassent pas apparaître, les militaires pouvaient être une part importante de la population qu'ils étaient en mesure d'influencer par leur manière d'organiser la ville ou de façonner le quotidien. Loin d'être anecdotique, la présence militaire dans les villes étudiées qui sont Fort-Royal, Fort-de-France et le Cap français, Cap haïtien, pose la question des logiques plurielles prévalant dans l'apparition de la ville qui se développe dans les cas étudiés parce qu'une garnison y est installée, et non l'inverse, et qu'au lieu de se fondre simplement dans un environnement exotique, les nombreux militaires qui y étaient envoyés y séjournaient parfois longuement et devenaient des acteurs à part entière de la sociologie urbaine. Le chapitre des nouveaux arrivants n'est pas clos, puisqu'il se poursuit à l'heure actuelle. Les îles et les rivages de la mer des Caraïbes continuent à être des terres d'immigration, posant la question des nouveaux arrivants dans la ville et de leur mode d'appropriation de l'espace urbain. C'est ce qu'étudie Marianne Palis autour des Haïtiens à Cayenne. Certains cultivent des jardins dans l'espace pourtant protégé du mont Maheury. Ils développent ainsi une identité sociale originale dans la ville. Toutefois, cette identité est également conflictuelle puisque leur activité est souvent critiquée car ils ne respectent pas un espace naturel posé comme préservé ou naturel. Au-delà du conflit d'usage, c'est peut-être bien deux visions de la ville qui s'opposent. On avait pu s'interroger dès les années 1990 sur l'intégration des Haïtiens en Guyane et observer qu'elle était déjà difficile. Le creuset urbain semble, si l'on adopte une perspective historique, continuer à fonctionner au ralenti,
alors que l'on observe également une précarisation du statut légal. Enfin, on aurait tort de négliger la prise en main par les habitants eux-mêmes de leur destinée. C'est ce qu'on peut qualifier de créolisation des modèles politico-institutionnels métropolitains. Les modèles sont d'ailleurs multiples. Modèle de Westminster pour les colonies britanniques, système parlementaire de gouvernement et autonomie, puis indépendance alors que le souverain britannique reste formellement le chef de l'État, modèle républicain et démocratie municipale dans les îles françaises, voire la tentation du communisme municipal. À la fin de la Seconde Guerre mondiale en effet, les succès électoraux des communistes les placèrent à la tête de municipalités importantes comme à Fort-de-France, avec son leader, Aimé Césaire. Cet accès au pouvoir participait largement au mouvement de conquête électorale des bastions ouvriers et populaires, et des villes de banlieue, qui fit les beaux jours du Parti communiste français dans la France de l'après-guerre. Comme le montre en effet la contribution de Micheline Marlin-Gaudier, la politique affichée fut de clairement privilégier les masses laborieuses, notamment en s'attaquant aux problèmes du logement, de l'éducation ou de l'hygiène. C'est intéressant si l'on se place dans une perspective plus large, puisqu'on peut y voir comme la manifestation de la volonté des habitants d'assumer eux-mêmes leur destinée et d'améliorer collectivement leurs conditions d'existence. Pourtant, la référence communiste fut finalement rejetée avec fracas par Césaire en même temps que le stalinisme, même s'il n'y avait pas à rougir de l'expérience du pouvoir municipal. On ajoutera peut-être que les difficultés financières rencontrées rendaient de toute façon nécessaire la coopération avec l'État. Découvrir et s'approprier la ville. Au-delà d'un espace construit de terre, de pierre, de bois ou de béton, la ville est également un espace perçu ou vécu par ses habitants, qui le recompose à l'infini, en fonction de dynamiques individuelles et collectives. Penser la ville comme un espace vécu renvoie à l'histoire du sensible. La perception par les sens peut déboucher sur l'écriture d'une histoire différente. Les sensoristes disent sont un nouveau courant de recherche au croisement de l'anthropologie, de l'histoire et de la philosophie, notamment avec l'anthropologue David Owes, fondateur du Center for Sensory Studies de la Concordia University de Montréal. Arlette Farge a essayé de le faire pour Paris à l'époque moderne. C'est aussi la démarche, mais cette fois dans le domaine colonial, de Jean-François Plante dans Les musiciens militaires dans l'espace sonore, social et rituel de la Nouvelle-France. Bernard Camier se fixe ici comme objectif de définir l'univers sonore des villes de Saint-Domingue. Cela fait suite à ses propres travaux, puisque sa thèse intitulée Musique coloniale et société à Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle s'interrogeait déjà sur l'importance du son dans l'espace colonial. Ici, la perspective est davantage focalisée sur les espaces extérieurs et s'intéresse moins à la musique savante qu'au bruit du quotidien. Depuis les années 1990, une plus forte préoccupation est accordée aux problèmes environnementaux posés parfois en termes de développement durable. La bonne gestion des villes qui sont des grands espaces producteurs de pollution a pris une place dominante dans la réflexion. Un point de conjonction entre plusieurs contributions de ce volume est le rapport à la nature qui semble particulièrement fort. Combien de voyageurs enthousiastes à la description de la nature exubérante? Dans leur vision, la ville pouvait apparaître incongrue. Mais en s'intéressant aux habitants eux-mêmes de cette jungle de béton, on peut se demander s'il existe un rapport spécifique à la nature, une perception de l'environnement qui correspondrait à la classe sociale, l'ethnie ou encore l'espace urbain dans lequel on évolue. Étudier la nature dans la ville permet de réintroduire dans la géographie urbaine une perception de l'environnement chez l'habitant, dont la sensibilité est souvent ignorée sous prétexte que le milieu urbain est par définition artificialisé. Or, la nature est toujours une partie de l'espace anthropique urbain et elle se retrouve toujours présente à l'échelle d'une agglomération par exemple. Le jardin créole marque une appropriation particulière de l'espace. Mais l'affirmation de l'identité n'est pas homogène. Cette identité est transitoire et susceptible d'acculturation, avec la tendance observée à passer d'un jardin créole original au jardin ornemental international. Marc-Alexandre Tarot propose ici les résultats d'une enquête de terrain, consacrée aux pratiques de cueillette à Cayenne aujourd'hui. Son approche ethnobotanique lui permet d'illustrer le multiculturalisme de la société guyanaise, à travers les pratiques d'un créole guyanais, d'une kalina,
d'une haïtienne et d'une Nduka. Le paradoxe est bien de voir des pratiques de cueillette se dérouler dans un espace qu'on imaginerait antagoniste à un contact aussi direct avec la nature, c'est-à-dire la ville. L'auteur n'exclut toutefois pas la possibilité que ces usages ne soient une fois de plus que transitoires, dans une ville grandie trop vite et pour des populations récemment arrivées dans la ville et n'y étant pas encore totalement intégrées. L'histoire du corps est un domaine d'étude en plein développement. Georges Vigarello, dans son Histoire des pratiques de santé, le sain et le malsain depuis le Moyen Âge, a permis d'ouvrir des recherches, non plus seulement dans une perspective internaliste sur une histoire de la médecine, mais sur une histoire des pratiques sociales autour du corps, ce qui peut recouvrir à la fois l'histoire de l'hygiène et l'histoire du corps, voire du sport. Ce sont ces deux domaines qui sont étudiés par Jacques Dumont dans ce volume. Car le corps doit s'adapter aux conditions de la vie en ville très longtemps mortifères, et à l'inverse, cette dernière peut être le creuset dans lequel émerge une nouvelle corporalité, plus saine, plus active, plus forte. On peut remarquer que la constitution d'un service de santé d'une certaine ampleur date des années 1930 dans les Antilles françaises, c'est-à-dire qu'il est quasiment simultané aux instructions concernant le développement de la culture physique. Il y aurait comme une coïncidence entre les deux démarches, comme si l'on passait naturellement des fléaux des maladies à la lutte contre les maladies sociales dans l'espace urbain, à travers des aménagements spécifiques comme des équipements sportifs. Vers un nouvel urbanisme. Dans leur ouvrage Colonial Cities de 1985, Robert Ross et Gérard Telkamp définissent 3 règles pouvant s'appliquer à une ville coloniale. C'est une ville construite par une métropole comme une nécessité pour contrôler le territoire selon un style qui lui est propre, et qui fonctionne comme un avant-poste de sa culture matérielle et intellectuelle. Cette vision sans doute dépendante de la colonisation du XIXe siècle est trop systématique. Hélène Vacher a pu s'interroger sur le sens même de cette expression de ville coloniale, qui, du fait même de son caractère englobant et imprécis, donnerait à penser qu'il existe un modèle figé repérable en tout temps et en tout lieu. On a la même prudence méthodologique vis-à-vis du concept séduisant de la ville atlantique, expression largement reprise aujourd'hui dans l'historiographie, en particulier pour l'époque moderne. Quand bien même on accepterait cette adéquation par rapport à un modèle, on constate de trop nombreuses exceptions par rapport à la normalité suggérée. On devrait donc également, dans un souci de définition, rechercher d'autres étapes englobantes succédant à l'époque fondatrice, qui pourraient permettre jusqu'à nos jours de mettre en rapport la forme physique de la ville et sa formation sociale, en la confrontant à d'autres phénomènes concomitants. Au demeurant, que ces villes aient été durablement rattachées à d'autres espaces et se soient retrouvées en situation périphérique vis-à-vis de métropoles, est incontestablement une spécificité à considérer, mais aussi à déconstruire. On a retrouvé l'histoire de France. C'est par ce cri un brin provocateur que l'un des pionniers de l'archéologie préventive, Jean-Paul Demoule, présente le résultat de 25 années de fouilles désormais rendues obligatoires avant tout aménagement important. À sa suite, quand il prétend reprendre le fil de l'histoire réelle, c'est-à-dire dégager grâce à l'archéologie l'histoire de ces mythes, on peut dire que le passé de la ville de Saint-Pierre est également redécouvert. Car, sous les vestiges de la ville détruite le 8 mai 1902, apparaissent différentes phases de l'occupation du site, rendant à la ville une complexité inconnue jusque-là puisqu'elle ne se limite pas au XVIIIe siècle. On a pu parler de palimpseste urbain, car la ville constitue un bel exemple de sédimentation historique et géographique continue. En particulier, le site de l'Allée Pécoule, rue Mont-Noël, situé en périphérie du noyau urbain initial, fait apparaître une deuxième période de l'occupation du site après celle du domaine rural, dans la première moitié du XIXe siècle, dans un espace encore périurbain. On découvre une pluralité de constructions, c'est-à-dire une maison de plaisance, une villa créole et une maison de ville d'inspiration anglo-américaine. L'immeuble plaisance est une maison à la campagne et constitue un bien de prestige, dans une stratégie de différenciation sociale. La villa relève de la même logique mais à un niveau inférieur. Elle s'inspire dans un cadre périurbain du modèle des maisons de maître rurales, dont il y a de nombreux exemples dans l'espace antillais. La troisième construction est davantage urbaine. On voit donc apparaître une différenciation sociale à l'œuvre, mais aussi la confrontation de différents modèles, dont l'adaptation dans un cadre pluraliste est certainement l'une des caractéristiques de l'urbanisme aux Antilles.
Roméo Terral pose d'ailleurs la question du changement de paradigme architectural dans la période 1925 à 1975, en étudiant le mouvement moderne et le style international, qu'il considère comme de vraies ruptures à la fois dans les modes d'habiter traditionnels et par rapport aux habituelles inspirations européennes. Loin des traditionnelles préoccupations ornementales, on recherchait davantage la fonctionnalité, le volume et l'hygiène. Après un bilan historiographique, il estime qu'une série de catastrophes naturelles nécessita des reconstructions et que la modernité s'incarnait justement alors par le béton armé. Les 30 Glorieuses furent aussi l'occasion de grandes opérations urbanistiques autour du modèle de la ville fonctionnelle. Mais ces orientations furent elles-mêmes remises en cause dans les années 1970. Plus strictement américain en tout cas, est la conséquence de l'exploitation d'une matière première dans le développement de la trame urbaine. Aux Amériques, les hydrocarbures semblent succéder à d'autres cycles économiques construits autour de l'exploitation et de l'exportation d'une ressource. C'est ce qui est étudié au Venezuela autour de l'exploitation pétrolière, État qui finalement reprend un modèle de développement traditionnel. D'après Anne P. Annette, en arrivant de Caracas, on découvre une cathédrale dans le désert, c'est-à-dire une zone industrielle surgit comme de nulle part. La conurbation littorale de Barcelona-Puerto La Cruz est apparue en lien avec les activités d'extraction du pétrole, qui ont donné lieu au développement d'une urbanisation spécifique, dont elle cherche à dégager les 3 grandes étapes historiques. Les efforts de planification ont été constants, avec une réflexion sur le zonage à la fois des activités et des habitations. Une conversation avec un chauffeur de taxi ou la description incidente des transformations des quartiers et les stratégies des habitants pour y habiter montrent que derrière les plans des multinationales ou du gouvernement apparaissent dans les interstices les populations et d'autres logiques, populaires celles-là. Si le thème des villes pétrolières peut appeler à de nombreuses comparaisons à travers le monde, il n'en est pas moins certain que la monoactivité dont l'espace étudié n'est pas parvenu à se dégager induit une fragilité réelle, comme semble le confirmer la crise dans laquelle est plongé le pays depuis plusieurs années. Dans ce cas, la faillite de l'État semble se conjuguer avec la malédiction de l'or noir et plus généralement, de la dépendance à l'exportation d'une matière première ou agricole comme en a connu la région depuis plusieurs siècles avec le sucre, le café, l'or, le caoutchouc et ici les hydrocarbures. Cette dernière contribution semble nous renvoyer à la permanence d'un modèle de développement urbain, puisqu'on semble retrouver le modèle très ancien de cette partie du monde des villes de fondation. En effet, sans cesse reviennent ces temporalités qui travaillent l'espace, phrase dont la réciproque est à la fois vraie et nécessaire, comme les différentes contributions retenues dans cet ouvrage appellent à y réfléchir. Le panorama opéré sur les différentes manières d'appréhender la ville aux Antilles à travers ses populations, leur sensibilité face à l'environnement urbain, ou encore comment la ville, loin d'être figée, ne cesse de se transformer face aux évolutions de son époque, en démontre la vitalité. On croit même ainsi pouvoir dépasser l'opposition factice entre le local et l'extérieur, ou le présent et le passé puisque la ville est considérée comme un espace de la pratique sociale. Ce sont les territoires de la ville, ou la ville et ses territoires, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Marcel Roncaiolo, qui nous ont guidés et qui, espère-t-on, permettront aux lecteurs de mieux appréhender ce qu'est la ville antillaise. Première partie, inventer une société nouvelle, SOCIOLOGI de l'espace urbain, antillais. Les garnisons dans la ville. Boris Le Sueur. Il m'est impossible de décrire quelles furent toutes les sensations qui m'agitèrent. Nouveau climat, nouveaux fruits, nouveaux habitants, une multitude de noirs habillés de blanc, un sexe nombreux feignant la nonchalance dans son port. Charles de l'Hiver. Pour le voyageur européen, la découverte des villes coloniales dans les Antilles était un dépaysement absolu. La chaleur, les couleurs de peau, les bruits, les parfums, tout paraissait différent, exotique. C'est du moins la vision qui transparaît dans la littérature, épistolaire en particulier, qui ne pouvait faire l'économie d'une certaine superficialité dont les contemporains étaient avides. D'où des passages obligés sur les femmes, le caractère créole, les marchés, la végétation exubérante, qui faisaient certainement partie de la réalité quotidienne, sans la résumer tout entière toutefois. Charles de l'Hiver n'était pas un simple voyageur.
c'était un militaire qui arrivait à la Martinique en même temps que son bataillon. Il lui était bien difficile de ne pas remarquer, inscrits dans le paysage urbain, les batteries et les forts, autant d'éléments d'architecture militaire qui renvoyaient à l'Europe et à ses guerres, pourtant il n'en parlait pas. De même, depuis le large, les casernes du Cap Français à Saint-Domingue, Haïti aujourd'hui, avaient inspiré comme une évidence au comte d'Estaing une comparaison avec la ville de Metz en Lorraine. Ces témoignages de militaires invitent à s'interroger sur la complexité des identités urbaines aux Antilles, à l'époque moderne. Dans ses travaux pionniers, Anne Perrotin-Dumont insistait notamment sur la diversité des activités professionnelles dans la ville, qui ne pouvaient par conséquent être réduites à une fonction maritime et commerciale. Dans cette même perspective, on voudrait souligner l'existence d'un urbanisme et d'une sociologie n'ayant que peu à voir avec le monde de la plantation ou des ports, en particulier dans deux villes retenues par la puissance monarchique française pour lui servir de point d'appui dans la région, c'est-à-dire Fort-Royal à la Martinique et le Cap Français à Saint-Domingue. Pourrait-on aller jusqu'à parler dans leur cas de ville militaire, aux Antilles ? La ville pouvait être militaire par son plan et sa monumentalité. C'est une première direction à étudier, en écartant d'emblée la question des villes closes. En effet, la prépondérance des ingénieurs militaires ou de la marine tendait à favoriser la répétition d'un plan hippodamien. Fort-Royal était une ville ouverte. Les défenses du Cap Français étaient dans les années 1790 à 1804 principalement constituées de fortifications légères tournées vers l'intérieur de l'île. Plus intéressant serait de s'interroger sur l'existence d'une topographie strictement militaire dans la ville, dès lors qu'on avait décidé d'y entretenir une garnison. L'existence de cette dernière appelle nécessairement à une autre réflexion, dans la définition de ce que serait une ville militaire. Fernand Braudel dans son ouvrage L'identité de la France avait souligné, en citant encore Metz, l'existence de vocations militaires attachées à des sites urbains dans l'histoire, en parlant de la ville de garnison. Sociologiquement, elle se distinguait de la ville-marché ou négociante à la fois par sa population et par l'animation de son commerce. Ce concept mérite d'être également étudié pour les deux villes antillaises retenues dans cette étude car, à la fin du XVIIIe siècle, plus de 1000 militaires y vivaient en permanence. Les épisodes guerriers étaient brefs et brutaux, en comparaison du temps nécessaire de l'attente. De même, il n'y aurait eu aucun sens à faire camper pendant des mois des troupes dans la rase campagne, loin des villes. En général, les soldats vivaient dans la ville. Le cadre urbain, une topographie militaire. Contre toute évidence, ce n'est pas toujours la ville qui nécessita une présence militaire. Parfois il arrivait que ce fût l'implantation durable d'une garnison qui donna naissance à une forme urbaine. Et ce furent dans ce cas les militaires, qui modelèrent la ville en fonction de leurs besoins spécifiques. Un urbanisme militaire aux colonies. Les arrêts du Conseil du 7 juin 1670 et du 11 mai 1671 avaient ordonné la démolition des fortifications de Paris. C'était la fin des bonnes villes, c'est-à-dire de la muraille comme marqueur de l'urbanité. La fonction guerrière des villes était conservée dans des localisations spécifiques. Les généralités de frontières d'abord, 13 à la fin de l'Ancien Régime, qui furent confiées au secrétaire d'État de la guerre en 1673. On conservait ainsi une centaine de places de guerre sur les frontières uniquement, plus une trentaine sur les côtes. Et dans les colonies qui conservaient également une administration militaire. En effet, elle relevait toujours du secrétariat d'État de la marine. Les provinces militaires, comme les colonies, conservèrent des gouverneurs au pouvoir effectif, contrairement au reste du royaume après la Fronde. La défense du pré-carré favorisa une forme de développement urbain spécifique. Si la ville américaine d'époque coloniale donne en général l'impression d'une variation autour d'un damier, le cas français pose la question, du fait de la similarité des villes nées de la culture urbaine des ingénieurs, formées dans le corps des fortifications. Tout au plus peut-on concéder que les villes coloniales, qui sont des villes portuaires, conçues comme des moitiés de leur modèle, la coupure faisant face à la mer, la place centrale du modèle de Vauban se retrouvant place latérale ouverte sur le large. Pour les deux villes étudiées, au-delà du plan de la ville, la préoccupation militaire fut déterminante dans leur fondation. Ce sont les qualités nautiques de la petite baie du Carénage, protégée par une avancée rocheuse d'1/2 kilomètre et abritée des vents d'ouest, qui expliquent le développement de la ville.
Dès 1638, du Parquet et Esnambuc y construisirent un fortin, protégeant un site utilisé pour le carénage des navires. La mission de Blondel en 1667 à 1668, l'un des concepteurs de la ville-arsenal de Rochefort, permit de fixer un premier programme urbanistique. Lors de l'attaque par Ruyter de Fort-Royal à la Martinique le 19 juillet 1674, ce furent les seules milices locales et les troupes embarquées sur la frégate Les Jeux qui parvinrent à repousser l'assaut de l'amiral hollandais. Or, sur les représentations de l'événement, la ville n'existe pas encore. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.